je m'appelle Vincent Goujon, je suis chef opérateur du son. Donc sur les tournages, j'enregistre les sons que voit l'image et aussi tous les sons qui sont en dehors de l'image. Voilà, c'est la force de l'image, c'est de se concentrer sur ce qu'elle veut bien montrer, pas voir ce qu'elle veut pas voir. Au son, on va tout entendre, ce qui nous intéresse et parfois ce qui nous intéresse pas. J'ai grandi dans une petite ville de province, en montagne, où il y avait la chance d'avoir un ciné-club, donc ça j'ai été pas mal au cinéma. Mes parents étaient vraiment cinéphiles, donc ça a quand même beaucoup joué sur ma culture et mon envie de cinéma. J'ai fait de la musique dans un conservatoire. Ça a démarré par la musique et cette envie, ce plaisir du cinéma, d'aller au cinéma. Et puis en terminale, on avait fabriqué un diaporama, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vidéo. Donc on avait fait un diaporama et travailler le son sur ce diaporama, on avait passé une nuit entière, il s'était vraiment passé un truc, voilà, cette façon de travailler m'avait plu. Voilà. Donc j'étais allé directement le lendemain au centre d'orientation chercher des informations et on m'a dit il y a une école Louis Lumière et voilà, j'ai présenté le concours que j'ai raté une fois, que j'ai eu l'année suivante. Bref. Dans l'école, j'ai découvert le travail du son à l'image et je suis sorti de Louis Lumière avec une vraie envie de faire du documentaire par rapport au son et je pense par rapport à l'humain, par rapport à ce qu'on peut vivre en faisant du documentaire, les envies de voyage, voilà, d'avoir grandi en montagne, d'être dehors. Voilà. Je savais que faire du mixage, de la post-production enfermée, c'était pas mon truc. J'avais besoin d'être dehors, de rencontrer des gens, que ça change, que ça bouge. Et le paradoxe, c'est que quand je suis sorti de la lumière, on m'a proposé du boulot comme assistant assez vite. Et très vite, j'ai fait du téléfilm et de téléfilm, petit à petit du long métrage. Et j'ai été assistant pendant plus de 15 ans, 17 ans. Et j'ai finalement pratiquement pas fait de documentaire. Voilà. Un petit peu à regret, mais voilà. Et puis, voilà, au bout d'un certain nombre d'années d'assistanat en fiction, donc en téléfilm en long métrage, j'ai un copain assistant réalisateur qui, lui, il est passé réalisateur et m'a proposé, m'a fait confiance. Voilà. Et on a fait ses premiers courts-métrages, ses premiers téléfilms, ses premières séries télé. Et voilà, petit à petit, je suis passé ingénieur du son de cette manière-là. C'est vrai que je fais très peu la démarche d'appeler, moi, de solliciter. Euh, je pense parce que j'ai besoin de me sentir légitime dans. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'on m'appelle. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un désir que ce soit moi qui fasse le son du film d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Après, c'est le premier élément, c'est effectivement de recevoir le scénario et de lire le scénario. Et, et voilà, c'est vrai que je pense que c'est aussi l'expérience et les années. Quand je le lis, je me projette et je me fais un peu mon film. Et cette projection me permet, moi, de supposer les difficultés techniques qu'il va y avoir. Le nombre de comédiens qui parlent, les situations, est-ce qu'il y a de la musique qui est jouée en direct, pas en direct. Voilà. Et donc ces questions-là, je vais effectivement après chercher à en débattre avec le réalisateur quand il y a possibilité de le faire. Alors c'est vrai que voilà, il y a quand même effectivement une différence entre en téléfilm ou en long métrage où il y a plus de temps et pour préparer le film en long métrage et j'ai plus de contact et de liens. Sur le film d'André Téchiné, il m'avait même demandé d'aller voir différents lieux, que j'aille écouter différents lieux. Il y a un théâtre, on tournait dans un théâtre éphémère, un théâtre en bois type chapiteau. Voilà, il m'avait demandé, comme c'était un film d'époque, d'aller écouter différents lieux pour avoir mon avis sur la faisabilité. Et je sais qu'il attend de moi que je fasse du son pour son film, pour lui. Et du coup, il est sensible à ce que je vais faire, aux difficultés que je peux avoir, même si des fois il va m'emmener dans des choses extrêmement difficiles. Mais je sais qu'au fond, je ne suis pas là parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse du son. Ce qui est parfois un peu le cas. C'est-à-dire qu'il y a du son, il en faut, il y a quelqu'un qui le fait. Mais forcément, une équipe, c'est
80 personnes qui font de l'image et 2 personnes qui font du son. Le son, c'est ce qui fait notre force et notre faiblesse, c'est que il y a une énorme partie du travail qui se fait aussi après. Donc voilà, quand je reviens, j'aime pas cet intitulé du cinquième roue du carrosse, le son sur un tournage. Euh, voilà, forcément on passe après pour une raison qui me paraît fondamentale, c'est qu'effectivement, si ça va pas le son, on peut le refaire, même si je suis ardemment défenseur du son direct. Alors après, à moi d'aller imaginer tout ce que je peux apporter en plus de son, d'ambiance, de choses comme ça qui vont enrichir le film. Mais en tout cas, au moment du tournage, entre guillemets, je suis un peu seul. Ouais. C'est pas du tout la relation, évidemment, d'un réalisateur à un chef opérateur, ça c'est sûr. Quand je suis rentré à Louis Lumière, c'était une formation en 2 ans. C'était déjà pas facile d'y rentrer, mais voilà, c'était entre guillemets que 2 ans. Donc on était assez vite sur le terrain. Et c'était une école qui avait quand même une forte réputation dans le cinéma. Donc ça permettait, c'était une vraie carte de visite et ça permettait de travailler. Et c'est vrai que quand j'ai démarré à la perche, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que on est, les équipes sont, à ce moment-là, on n'était que deux. Enfin, il n'y avait vraiment que 2 personnes. Maintenant, on essaye d'être à 3. C'est, je pense, la bonne façon de travailler maintenant, c'est d'être à 3 au son, mais c'est souvent difficile de l'obtenir pour des raisons économiques. Quand je suis sorti de Le Lumière, je me suis retrouvé assistant tout de suite, alors qu'en fait, j'avais pas d'expérience. J'ai pas le peu que j'avais appris à l'école. Et j'étais pas bon au début. J'étais pas bon, mais je pense qu'il y avait moins de gens dans le métier, donc c'était beaucoup plus facile de démarrer. Du coup, j'ai tout de suite été au poste de premier assistant son, payé premier assistant son, et puis bah, j'étais dans le tournage et il fallait que je le fasse le job. Donc je pense qu'il y a quelques ingénieurs du son qui ont dû souffrir un peu avec moi. Certains qui ont été très patients et qui ont été des très bons formateurs, que je remercie. Et puis du coup, j'ai appris très très vite. Ça m'a poussé en avant. Il a fallu que je travaille correctement très vite. J'ai pas eu le choix. Maintenant, pour des étudiants qui sortent, souvent les écoles leur permettent pendant une année d'avoir des conventions de stage, donc ils ne sont pas payés. Ça leur permet de trouver assez facilement du travail parce que bah, c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur un plateau qui n'est pas payé. Donc ils rentrent dans la profession, ils se retrouvent avec des équipes de tournage, avec des ingénieurs du son, des assistants qui ont de la bouteille, donc ils sont plongés dans l'univers, dans le métier et ils se disent c'est bon, ça y est, j'en fais partie du métier. Et puis au bout d'un an, ils ne peuvent plus avoir de convention de stage, ils se retrouvent à être second et à se faire payer, et là ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'ils sont en concurrence avec des seconds qui ont déjà beaucoup de bouteilles, qui ont eux du mal à passer premier. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de tournages qu'avant, je pense qu'il s'en fait beaucoup plus, mais il y a beaucoup plus de monde qu'avant sur la place. Et c'est rude, je vois bien que c'est très très rude pour débuter. Hein. Voilà, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Je me vois mauvais comme je me souviens que j'étais, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, j'arriverai pas à démarrer. Voilà. J'ai le sentiment quand j'ai démarré ce métier que j'avais l'impression de faire plus de l'artisanat, c'est-à-dire au sens de faire du bel ouvrage, comme on va demander à un ébéniste de faire bien travailler le bois dans le sens du bois avec une belle pièce de bois. On nous demandait de bien travailler. Et puis, bah, je trouve que la profession, elle s'industrialise dans le sens où, bah, aussi pour des raisons économiques, c'est toujours plus vite, toujours. Et des fois, j'ai l'impression que le critère vite devient plus important que le critère bien. Évidemment qu'on nous demande de bien travailler, mais avant, bien, c'était le cœur du. Enfin, c'était ça, c'est ce qu'il fallait faire. On attendait de nous de faire du bel ouvrage. Là, maintenant, c'est plutôt de faire et prends pas trop de place et va vite. Alors que techniquement, faire du son, c'est quand même de plus en plus compliqué sur un plateau. Parce que les décors sont de plus en plus bruyants, que les comédiens parlent de plus en plus doucement, qu'on tourne à plusieurs caméras. Voilà, je pense qu'il y a une belle époque où on travaillait avec une perche et puis les comédiens avaient des voix magnifiques et puis une perche, ça suffisait. Donc techniquement, c'était assez simple. Et puis du coup, on pouvait se concentrer sur finalement le jeu des comédiens, donc d'être proche de la mise en scène. Quand on fait des scènes à 7-8 comédiens avec plusieurs caméras et qu'il faut avoir 2 perches et plusieurs micros sur chacun des comédiens, on est beaucoup dans la technique. Et du coup, la technique nous mange et on est moins dans le rapport à la mise en scène. Donc c'est devenu un métier plus, je trouve, plus lourd, plus contraignant, plus technique. On est plus mangé par la technique. Alors que ce qui est intéressant, c'est pas la technique. En fait, c'est juste un moyen, la technique. Finalement, c'est la relation à un réalisateur, une réalisatrice, à ce qu'il veut entendre. Voilà.
j'ai du mal à citer un film comme référence sonore. Donc déjà parce que je pense que quand je regarde un film, je suis spectateur. Si le film me plaît, si je suis vraiment, je me laisse emporter, donc j'ai pas du tout, je suis incapable de décortiquer. C'est-à-dire que si je me mets à entendre le film, c'est que le film me plaît pas, ou alors que justement les choses sont trop grossières, et là je me mets à les entendre. Donc je me dis que c'est une bande son qui est très bien faite, justement elle m'emporte et je m'en rends pas compte, je suis spectateur. On voit bien que les films qui sont récompensés, sur quels critères on définit un son qui est bien? Est-ce que c'est techniquement? Techniquement parce que l'ingénieur du son au tournage a fait un travail incroyable. 120 battements par minute, ils avaient le César du son, si mes souvenirs sont bons. Je trouvais pas le direct extraordinaire, c'est un copain que je connais. Mais je trouve que quand je vois le film, je me dis le boulot qu'il a fait est extraordinaire. C'est-à-dire d'arriver à sortir, de faire ça, on voit que c'est extrêmement compliqué. Donc, est-ce qu'on récompense quelqu'un qui a fait un boulot extrêmement difficile? Je pense Les Misérables, c'est pareil. Le son, je trouve pas qu'il est exceptionnel. Mais quand je vois le film, je sais, j'ai vécu ce genre de tournage en banlieue. Et je vois bien la difficulté que c'est de faire du son. Je me dis, mais chapeau, c'est super ce qu'il a fait. Même si je trouve que le son, finalement, n'est, à mon goût, pas forcément si bien que ça. Donc, qu'est-ce qu'on juge? La difficulté à arriver à enregistrer, la pure qualité technique à la fin du film? Est-ce que c'est finalement le travail du réalisateur qu'on juge? C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui ont des idées de son, et puis il y en a qui n'en ont pas. Il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui ont vraiment un univers sonore qui est intéressant. Donc est-ce que c'est eux finalement qu'on doit récompenser quand on récompense le son d'un film? Ou est-ce que c'est justement juste un pur travail technique? Je pense qu'il y a des techniciens qui travaillent extrêmement bien au tournage, en post-production, en mixage. Il y en a beaucoup en France. Il y a plein de gens talentueux. Voilà ce que je disais. On peut aussi avoir un ingénieur du son qui fait du boulot pas terrible au tournage. Et puis derrière, il y a des gens qui rattrapent son travail. Et puis finalement, le son est formidable. Donc on va récompenser un mauvais ingénieur du son parce que le monteur son et le mixeur sont des gens formidables. C'est compliqué de. Voilà. Moi j'ai un peu du mal avec ces remises de prix et de jugement. Bon, les tournages dont on se souvient, après, Le Péril Jeune, alors, c'est un grand souvenir de tournage. J'ai recroisé Cédric Lapiche très très longtemps après, et je lui dis, complètement indépendamment du succès du film, pour moi, c'était un grand souvenir de tournage. C'était vraiment, il y a eu un plaisir de tourner. C'est l'époque où on voyait les rushs en pellicule, donc on allait au labo le soir voir les rushs, et c'était du bonheur, c'est-à-dire que c'était le bonheur la journée au tournage, le soir on allait au rush, c'était le bonheur de voir les rushs, et voilà, c'était un bonheur jusqu'au bout. Lui, il me disait que pour lui, ça avait été un film au contraire très angoissant, c'était son deuxième film, et voilà, c'était assez drôle de voir justement. Lui, il avait vécu ça de façon beaucoup plus difficile. Humainement, oui, ça a été une très très belle aventure. Après, j'aime pas parler de moi, mais Nos années folles d'André, j'étais vraiment. Quand j'ai vu le film, la projection, je crois que c'est la première fois où j'étais fier d'avoir fait le son d'un film. Et puis, voilà, je trouvais que Cyril Holz, le mixage, enfin ce qu'ils en avaient fait, c'était vraiment super. Ouais. Donc, oui, ça, c'est quand même c'est des bons souvenirs. Ouais, ouais.